Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est l'un des plus grands musiciens romantiques que Franck Ferrand a choisi de nous faire redécouvrir cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Frédéric Chopin, le plus français des Polonais, a été l'enfant chéri des salons parisiens et, avec une toute autre signification, l'enfant chéri de George Sand. Mais avant tout, il reste, vous avez raison, un très grand compositeur. Or, qui dit grand compositeur dit presque forcément Ève Ruggieri. Et Ève est votre invitée cet après-midi. Et oui, avec Thierry Geffrotin, que connaissent bien les auditeurs d'Europe 1, nous allons parler nocturnes, polonaises, valses et mazurka, pianoforte, rubato, mais nous allons parler aussi de Sand, de Nohant, du Berry, car comme chaque jour, nous allons aller nous promener, bien sûr. Ah bah justement, je vais m'assurer que la Ferrand Mobile est prête. Ah bah il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de cette voiture-là. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chaque fois qu'il m'arrive d'entendre par hasard une composition de Chopin, je ne peux m'empêcher d'avoir une sorte de sourire. C'est presque malgré moi, vous savez, ça fait partie des réminiscences de l'enfance. Toutes ces belles images qui reviennent quand on entend certaines notes. Par exemple, moi je me vois chez mes grands-parents tirant de son enveloppe de papier cristal un gros disque bien épais, bien pesant comme on faisait autrefois, un 33 tours des valses de Chopin par Rubinstein. Le diamant gratte un peu et puis soudain, l'espace s'emplit de cette musique parfaite, céleste, à la fois nostalgique et très douce. Il est probable que pour une grande partie de ceux qui nous écoutent, ce phénomène-là existe d'une manière ou d'une autre. Un nom comme celui de Chopin évoque des mélodies, des harmonies. Il emprunte en quelque sorte à quelque chose d'un peu tendre et langoureux. Et forcément, on a envie d'en savoir davantage sur celui qui nous procure toutes ces émotions. Qui était Frédéric Chopin ? À quoi a pu ressembler la vie de celui qui aujourd'hui nous bouleverse encore ? Alors bien sûr, on a sur Chopin un certain nombre d'idées toutes faites. Seulement, comme souvent, ce sont des idées fausses ou en tout cas des idées inexactes. Je suis sûr que si on prenait comme ça les gens dans la rue et qu'on leur demandait à brûle-pourpoint « Donnez-moi l'idée qui, selon vous, définit le mieux Chopin », les trois idées qui viendraient en premier, ce serait polonais, alors évidemment en dehors de musique, piano, etc., et romantique, ce serait polonais, poitrinaire et séducteur. Trois mythes, en quelque sorte, que dénonçait déjà André Queroy, le grand biographe de Chopin au début des années 50. Voyons d'un peu plus près ce qu'il en est de ces trois images préconçues de notre compositeur. On a fait de Chopin d'abord l'emblème universel de la Pologne, en oubliant un peu vite qu'il a passé la moitié de sa vie hors de Pologne, et d'ailleurs c'est la deuxième moitié, celle qui est le plus créative. Du reste, comme le regrettait un de ses admirateurs, ou plutôt je crois que c'était une admiratrice qui lui avait écrit ça dans une lettre, quel dommage que vous ne vous appeliez pas Chopinski. Eh ben non, il s'appelle Chopin parce qu'il avait des ancêtres, on le sait depuis 1926 de façon très précise. Le grand-père de Chopin, Nicolas Chopin, était lorrain de souche française. Il avait quitté sa famille à 16 ans, émigré, il s'était installé en Pologne où il était devenu précepteur dans une famille seigneuriale et là il avait rencontré la charmante gouvernante avec laquelle il avait fondé donc une famille. Donc Chopin est polonais, certes, mais avec un nom français, un esprit de plus en plus français. Poitrinaire, disais-je. Ça, évidemment, on imagine toujours ce pauvre jeune homme en train de tousser et tousser à en perdre ses poumons, cet éternel adolescent émacié aux traits fins, au teint pâle, avec ce regard qui fait songer quand on le voit à une espèce de grand malade. Il était affligé d'une maladie pulmonaire, une tuberculose terrible, évidemment, et qui convient sans doute à son personnage romantique. Simplement, c'était véritablement chez lui, au-delà d'une posture, c'était une vraie maladie. C'était pas un malade imaginaire, Chopin. Et on a toujours l'image de quelqu'un qui joue un peu à la Proust, vous savez, qui joue au malade. Lui, il l'était vraiment. Et puis, pour ce qui est du séducteur, troisième image,
Alors ça, c'est peut-être la plus discutable, parce que là encore, c'est un tribut au romantisme. C'est vrai qu'il était séduisant et que toutes les femmes tournaient autour de lui. On lui connaît quelques passades et pas mal d'amour de tête, mais si l'on se fie à sa correspondance, les seules déclarations enflammées qui s'y trouvent remontent à sa jeunesse et elles sont adressées à un ami, Titus Wojciechowski. C'est à lui que Frédéric écrit, et je cite là encore, « Donne-moi ta bouche, je t'aime à la folie » ou encore « Toi seul peux quelque chose sur moi, toi seul et personne d'autre jamais ». Vous voyez qu'il va quand même falloir réviser nos classiques. Alors, on a parfois tendance à l'oublier, Chopin a été, comme beaucoup de ces grands musiciens, grands compositeurs, un petit prodige, le petit Chopin comme on l'appelait dans les salons de Varsovie. Ses parents s'étaient mariés en 1806, ils ont eu 4 enfants, dont 3 filles, Chopin était le second, et très tôt, son père ayant été nommé dans la capitale, les voilà qui s'installent à Varsovie. Le petit Chopin reçoit les leçons de piano d'un certain Zivny, et à 6 ans, on peut dire de l'élève qu'il a, comme ça arrive souvent, dépassé le maître. Il ira prendre des cours de Würfel au conservatoire, cours de piano, cours d'orgue, bien entendu, et à 16 ans, en 1826, Chopin entre à l'école supérieure de musique de Varsovie, où il va étudier pendant 3 ans. Le directeur de l'école, c'est le compositeur Józef Elsner. Elsner va le dispenser de classe de piano. Pour quelle raison? Parce qu'il est déjà trop doué? Non, parce qu'il est tellement doué qu'il risquerait de décourager les autres élèves. Vous imaginez ça, c'est invraisemblable. Alors à l'issue du cursus, Elsner notera dans son rapport d'études, c'est quand même pas triste, Chopin Frédéric, étudiant 3e année, talent tout à fait exceptionnel, véritable génie musical. Vous en connaissez beaucoup des professeurs qui disent ça de leurs élèves. En juillet 29, Frédéric projette un long séjour à l'étranger, à travers l'Europe. Alors il commence par Vienne, où il va donner 2 concerts au Kärntner Tortheater, concerts d'improvisation essentiellement, mais aussi avec des concertos, il joue avec un orchestre. On critique un peu le petit volume de Chopin. Ce n'est pas un pianiste qui envahit l'atmosphère, mais en revanche, les spectateurs, les auditeurs devrais-je dire, ne tarissent pas d'éloges pour ses compositions. De retour à Varsovie, il se lance dans des concertos pour piano, il nous pond, si j'ose dire, des études, des nocturnes, des valses, des mazurkas, et puis, début novembre 1830, il a 20 ans, c'est le moment des adieux, le fameux souper d'adieu. Il va falloir quitter la Pologne, il va falloir quitter les amis et quitter Titus. Jusqu'à la dernière note, le prélude en si bémol mineur de Chopin, interprété par le pianiste Georges Zwira à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Frédéric Chopin jusqu'à 15h. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin de Frédéric Chopin, l'occasion de réécouter de grandes musiques. On est ensemble jusqu'à 15h30. Alors, il va quitter la Pologne, il va aller vers Paris, à Paris où il va faire de grandes rencontres, notamment celle de Franz Liszt. Alors, on sait que leurs parcours sont plutôt semblables. Est-ce que leurs musiques, elles, sont comparables? Non, je ne crois pas. Bien sûr, ce sont 2 très grands pianistes romantiques. Ils sont sans doute les 2 piliers, d'ailleurs, de cette école romantique. Mais il y a une virtuosité, il y a une fougue chez Liszt qu'on retrouve différemment chez Chopin. Chopin est plutôt
le musicien de la nostalgie, des accords en demi-teinte, on y viendra tout à l'heure. Ce sont deux musiques très différentes, et puis il n'y a sûrement pas chez Chopin tout à fait le même type de virtuosité. Les concerts que donne Liszt sont des véritables spectacles, sont presque des numéros de cirque. Il n'y a pas de ça du tout chez Chopin, qui déteste d'ailleurs se produire devant de trop nombreux publics. Donc ils sont bien différents l'un et l'autre. Alors ils sont pour l'instant, Chopin est à Varsovie, il est dans le faubourg de Wola, d'où part la diligence pour Vienne, et ses amis se sont réunis pour lui dire adieu. C'est terrible. Et ce sont tous plus ou moins des musiciens, vous savez, et à la fin du repas, on lui tend une coupe d'argent dans laquelle il y a une poignée de sa terre natale. Et là, Chopin fond littéralement en sanglots. Il a l'intuition que jamais plus il ne verra la Pologne. Ce n'est pas un départ qu'il s'apprête à faire, c'est un arrachement qu'il va lui falloir vivre, et en même temps, c'est une incroyable promesse. Or, il a été prévu que les deux amis voyagent ensemble jusqu'à Vienne, Titus et Frédéric, et au moment où ils arrivent dans la capitale autrichienne, c'est pour apprendre le soulèvement de la Pologne contre la Russie, ce qu'on appelle l'insurrection de Varsovie. Immédiatement, Titus décide de rentrer. C'est quelqu'un de fort et d'énergique. Et ça, c'est une séparation que Frédéric n'arrive pas à supporter, tout simplement. À peine son ami est-il parti qu'il saute lui-même dans une chaise de poste et que le voilà parti à ses trousses pour essayer de le retrouver. Seulement, la nuit est en train de tomber, on est en plein hiver. Chopin se rend compte que tout ça n'est pas raisonnable, bien entendu, c'est au-dessus de ses forces. Et après quelques lieues, il va donner au cocher l'ordre de faire demi-tour. Et lorsqu'il rentre, il y a à son auberge une lettre qui l'attend, une lettre de son père qui lui dit que quoi qu'il arrive et quels que puissent être les événements, il ne doit pas se laisser détourner de sa carrière. Alors évidemment, depuis Vienne, on suit les événements en Pologne. Lorsqu'on apprend la riposte des Russes à l'insurrection de Varsovie, les angoisses sont terribles, vous l'imaginez. Chopin écrit à sa famille « Pourquoi ne suis-je pas avec vous, prenant ma part naturelle du danger ?» C'est d'autant plus dur que, pour les Autrichiens, disons-le, les Polonais, dans cette affaire, sont les fauteurs de troubles. Ce sont eux qui menacent l'équilibre européen du chancelier Metternich. Et donc, on regarde les Polonais de Vienne d'un œil pas très accueillant, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Chopin se dit qu'il ne va pas pouvoir rester dans cette capitale qui ne veut pas de lui, ou partir pour l'Allemagne, pour la France, pour la Grande-Bretagne. Finalement, il opte pour Londres. Et il note sur son passeport, vous savez que ce sont des grands documents, les passeports à l'époque, ça n'a rien à voir avec nos petits livrets électroniques d'aujourd'hui. Il note sur le passeport « En passant par Paris ». À Stuttgart, il apprend la prise de Varsovie par les Russes. Ça, c'est une nouvelle terrible, surtout qu'il ne sait pas exactement où en sont les siens. Il va composer à ce moment-là l'étude en ut mineur, surnommée la Révolution. C'est un petit exilé qui est parti finalement sur les routes de l'Europe, sur la route de Londres. Il est meurtri, bien entendu. Et un jour de septembre 1831, Chopin va faire son entrée à Paris. Il n'est là que pour y passer, n'est-ce pas? Alors Paris a beaucoup changé depuis un an puisqu'il y a eu les Trois Glorieuses. Le roi Louis-Philippe est monté sur le trône. Et les jeunes Parisiens qui n'ont pas tout à fait fini leur propre révolution et qui se sentent frustrés d'un régime dont ils espéraient qu'il irait plus loin, les jeunes Parisiens, lorsqu'ils voient des Polonais, leur sautent littéralement au cou. Vive la Pologne, etc. Et autant Chopin avait été mal reçu à Vienne, autant il est accueilli à Paris à bras ouverts. Et puis c'est le Paris de Hugo, de Lamartine, de Vigny, de Berlioz, de Delacroix, vous imaginez ça. Paris, écrit Chopin à Titus, bien entendu, répond à tout ce que le cœur désire. On peut s'y amuser, rire, pleurer, agir à sa guise, sans attirer l'attention, car des milliers d'autres en font autant, et chacun à sa manière. Bref, c'est la ville selon le cœur de Chopin. Il découvre, sans le savoir, il était parti pour Londres initialement, mais il découvre un lieu qui lui plaît. Alors il va s'installer, il va prendre des amis, etc. Une de ses élèves, Maria Vodnivska, qui d'ailleurs, entre parenthèses, est d'origine russe, va s'enticher complètement de lui, et c'est le début d'une liaison. Et certains, peut-être un peu vite, affirment que Frédéric et Maria étaient même sur le point de se marier quand le pianiste
pianiste a été détourné de ce projet par une femme étrange, une femme envoûtante qui a pris l'habitude de se déplacer un peu partout dans les salons parisiens habillée en homme, qui va pousser la provocation jusqu'à fumer le cigare. Bon, vous avez bien compris de qui je parle. D'Aurore Dupin, bien sûr, de la baronne Dudevant, de celle qui signe les ouvrages à grand succès dont elle est l'auteur, du pseudonyme de George Sand. La première fois que Chopin la voit, il dit « Mais quelle est cette étrange personne ? Est-ce bien une femme ?» Et c'est vrai qu'à la voir, on pourrait presque se poser la question. Cet après-midi, jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous raconte la vie de Frédéric Chopin. Et puis, de 15h à 15h30, nous monterons tous à bord de la Ferrand Mobile, direction le cœur du Berry. Nous irons à Nohant, découvrir la maison de George Sand et puis découvrir surtout ce qui a fait Frédéric Chopin à Nohant. Si vous habitez dans le Berry, que vous nous écoutez cet après-midi et que vous voulez nous donner des bons conseils de visite, n'hésitez pas, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les pas de Frédéric Chopin qui vient d'arriver à Paris. Il tombe littéralement amoureux de cette ville. Il y reste et il y fait une rencontre, celle de George Sand. Finalement, c'est un couple très étonnant, ce couple. Mais oui, nous allons tout à l'heure aller nous promener sur les traces de George Sand à Nohant. Nous en parler avec mes invités de la relation, de la liaison tellement particulière, tellement étrange même, entre George Sand et Frédéric Chopin. Donc je ne vais pas m'y attarder. Ce qu'il faut dire, et c'est un des traits de la personnalité de Frédéric, c'est que presque toute sa vie, il se sera d'une certaine manière laissé conduire par des femmes. C'est encore une de ses élèves, une autre élève, Jane Stirling, qui d'ailleurs lui dit « Mais vous devriez venir en Angleterre, tout est tellement mieux à Londres, vous verriez. » Et elle l'intire et elle l'entraîne en Angleterre. Il faut vous dire qu'elle est très amoureuse de lui. Il aura passé sa vie à susciter, j'allais dire, sur son chemin des amoureuses éperdues. Elle veut absolument l'épouser. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a 44 ans. Oui. Vous savez que Balzac, à l'époque, écrivait la femme de 30 ans pour désigner une femme déjà bien mûre. Elle en a 44, elle. On est là en 1848 et Frédéric écrit « J'aimerais mieux épouser la mort qu'épouser cette femme. » Vous voyez un petit peu. Bref, il rentre en France et là, une autre de ses élèves, Delphine Potocka, pour ne pas la nommer, vient lui rendre de fréquentes visites, square d'Orléans. On est là dans le quartier parisien de la Nouvelle Athènes. Vous savez, Chopin s'est installé comme beaucoup des grands artistes de cette époque dans le nouveau quartier où il faut être, dans cette Nouvelle Athènes qui aujourd'hui constitue le sud du 9e arrondissement. Elle est encore une fois, cette Delphine complètement amoureuse de lui et elle aussi, une fois de plus, va être gentiment éconduite. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Chopin ne va pas bien du tout. C'est vrai qu'il enchaîne les succès, non seulement amoureux, mais surtout les succès musicaux. C'est vrai qu'il est devenu une sorte de fétiche de cette capitale en fait, mais lui ne se sent pas bien du tout. Sa sœur Louise, va parvenir à quitter un temps la Pologne pour venir lui rendre visite et on a envie de dire heureusement qu'elle est là à son chevet parce que c'est un moment de sa vie particulièrement difficile. Il est très malade. Quand il la voit, il pleure de joie, il se rappelle leur enfance, il mélange leurs doigts comme à l'époque où il jouait à 4 mains sur le clavier à Varsovie. Vous savez, il a avec sa sœur une relation très fusionnelle et très belle du reste. Et la pauvre George Sand est contrainte, en est réduite à demander à Louise de vraies nouvelles de Chopin. Elle dit de vraies nouvelles parce que les quelques lettres qu'il lui adresse sont parfaitement convenues et elle sait très bien que les choses ne sont pas aussi simples. « Écrivez-moi un mot », écrit George Sand à la sœur de Chopin. « J'ose vous le demander, car on peut être méconnu et délaissé de ses enfants. » Sans cesser de les aimer, de ses enfants, dit-elle. Peut-être que c'est une des clés pour comprendre la relation tellement particulière qui unissait Georges à Frédéric. On y viendra tout à l'heure. Alors, Chopin ne cesse de déménager. On a l'impression qu'il la fuit, qu'il l'ait fui, qu'il fuit tout le monde, en fait. C'est un peu le mythe d'Orphée, la vie de Chopin à Paris. Cependant, plus le temps passe et plus sa santé se dégrade et l'heure de la fin maintenant approche. Il est depuis peu place Vendôme quand son état empire d'un coup.
On ne s'y attendait pas parce qu'on était tellement habitué à voir Chopin tousser, à le voir toujours livide et mal et pas mieux, qu'on pensait que ça durerait comme ça très longtemps. Et puis, eh bien là, d'un seul coup, les choses vont vraiment très mal. Ses amis sont là, à son chevet. Il y a les amis, et puis il y a les amis, il y a les amoureuses, devrais-je dire, dont Delphine Potocka qui est là. Et Chopin va lui demander de chanter pour lui. C'est assez terrible ce qui se passe. Il a des accès de toux qui font qu'on est obligé même de rester à distance de son lit. C'est finalement la fin pour Chopin qui va bientôt fermer les yeux. Il y a un petit mouvement dans la chambre. On se demande s'il est mort ou pas. Finalement, il est mort, j'allais dire, comme une violette, un peu comme il avait vécu, tout en délicatesse. On ne l'a même pas vu, on ne l'a pas entendu rendre son dernier souffle. Nous avions commencé cette émission en tordant le cou à 2 ou 3 images un peu trop consensuelles pour être honnête. Eh bien, je vous propose de liquider quelques autres idées pour finir. On dit souvent de Frédéric Chopin qu'il avait demandé qu'on joue le Requiem de Mozart à son enterrement. Eh bien, on sait que c'est absolument faux. Ça fait partie des légendes. On a beaucoup répété aussi cette phrase, la dernière, dit-on, qu'il aurait prononcée. C'est une rare faveur que Dieu fait à l'homme en l'avertissant de l'heure où commence son agonie. Cette grâce, il me l'a faite, alors je vous en prie, ne me troublez pas. C'est très beau, ça ressemble à une belle phrase bien écrite, mais évidemment c'est totalement apocryphe. Et puis, on n'est pas certain non plus qu'il ait, à la toute fin, rédigé ce fameux billet demandant l'ouverture de son corps afin d'être certain de n'être pas enterré vivant. C'est vrai qu'il avait peur qu'on l'enterre vivant, c'est une phobie assez répandue, et lui l'avait, cette phobie, entre quelques autres d'ailleurs, mais en l'occurrence, il n'a jamais demandé, il n'a jamais formulé cette dernière demande. Tout ça, c'est la légende. Une légende qui avait en vérité commencé bien avant le dernier souffle de Frédéric, ce 17 octobre 1849, il est mort au milieu de la nuit. Une légende qui depuis n'a cessé de se propager et pour cause, elle est portée par la plus merveilleuse des musiques. Écoutez-les, ces notes cristallines. Grande valse brillante de Chopin sur Europe 1, interprétée par Arthur Rubinstein. Et cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Frédéric Chopin avec votre invité Franck. Bonjour Ève Ruggieri. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler d'un de nos grands musiciens. Vous le connaissez par cœur évidemment, et avec vous, c'est sa vie que nous allons essayer de comprendre un peu mieux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Frédéric Chopin sur Europe 1. Alors Franck Ferrand, vous recevez pour décortiquer en musique la vie de Frédéric Chopin, la musicienne Ève Ruggieri qui est tous les matins sur une radio concurrente et amie et que l'on salue. On se demande bien quelle radio ce peut être. Qu'est-ce que ça peut bien être? Elle porte le nom de la grande musique, en tout cas. Par exemple. Vous me disiez, Ève, que lorsqu'on est soi-même pianiste, ce qui est votre cas, Oui. et concertiste d'ailleurs, ce qu'on a tendance à oublier, on ne peut pas ne pas être en quelque sorte un peu la sœur de Chopin. Oui, forcément, parce que d'abord, il y a des choses absolument magnifiques. Ça n'est pas aussi difficile Les concertos notamment. à jouer. Qui Oui, sont alors une les splendeur. concertos, il s'en est très très vite détaché parce que ça l'intéressait pas. Quel dommage, ils sont absolument sublimes. Je crois que c'était une certitude qui était la sienne lorsqu'après avoir entendu Paganini donner un concert, un récital, il s'était dit, mais dans le fond, le piano se suffit à lui-même. Je vais faire comme Paganini. Et il a bien fait, parce que si on compare les concertos avec Beethoven, par exemple, c'est pas à son avantage. Donc, il s'est décidé à n'écrire que pour le piano. Et quand on est un pianiste débutant, on peut quand même faire un petit effet en jouant un de ses nocturnes, parce que ça n'est pas extrêmement difficile, alors que, vous me direz, il y a la lettre à Élise. Oui. Mais bon, si on met cette lettre à Élise par parenthèse, jouer Beethoven, c'est plus difficile. C'est une perfection qui parle quasiment à tout le monde et en même temps ça n'est pas inaccessible, contrairement à Liszt par exemple. C'est la question que me posait Anissa tout à l'heure. Oui. Quelle différence entre ces deux grands maîtres de la même époque? Il y en a un qui est pratiquement un orchestrateur à travers ses partitions. Je croyais que vous alliez dire un orchestre à lui tout seul, parce que c'est un peu ça. Mais oui, et qui va privilégier tout de même la virtuosité. C'est Liszt. Et Chopin ne privilégie pas la virtuosité, il privilégie le chant de l'âme, de la sienne.
Et ça fait la différence. Vous disiez tout à l'heure que Chopin n'était qu'à moitié polonais. Il n'était pas seulement polonais. Et encore. Alors, je salue au passage tous nos auditeurs polonais. Je sais qu'ils sont très nombreux, puisque bien sûr. Ils sont très fidèles à cette émission, mais ça n'est pas faire injure à la Pologne que de dire que Chopin est aussi français qu'il était polonais. C'est ce que j'allais dire. Il était en tout cas beaucoup plus polonais que Liszt n'était hongrois. Ah oui, ça bien sûr. Parce qu'alors Liszt n'avait vraiment rien à voir avec la Hongrie. Il s'est réveillé très tard en se disant mais ce sont mes racines, je vais y aller. Il a été reçu, recouvert d'honneur, ce qui a amené d'ailleurs Marie Dagou, la mère de ses enfants, de le traiter de snob. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit vous êtes un... Oh, c'était horrible, une phrase dont elle avait le secret. Enfin, grosso modo, c'est un arriviste, un snob et arriviste. Il y avait un peu de vrai d'ailleurs, mais enfin quand même. C'était aussi un génie à sa manière. Je crois que ce qui, moi, m'a touché, en tout cas, quand j'ai commencé, j'avais 6-7 ans à jouer Chopin, c'est qu'il y avait une atmosphère que je ne retrouvais nulle part ailleurs. Chopin, il n'y a pas eu de prédécesseur, il n'y aura pas eu de suiveur. C'est un peu comme Stravinsky, qui éclate comme ça, il n'y a pas de suiveur, et puis on s'y attendait pas. Il arrive à créer, on écoute, même si on n'est pas musicien, quelques mesures de Chopin et on sait que c'est Chopin. C'est fascinant. Voilà. Parce qu'il a créé son univers sonore à lui, avec ce qu'il y a de mélancolie. Vous savez, c'était l'époque qui poussait à ça aussi. C'était l'époque, en France on disait la mélancolie, en Angleterre on disait, comment on disait pas le spleen, et en polonais on disait le dzal. C'était très à la mode. C'était l'époque des grands romantiques, échevelés, on sortait Chateaubriand sur son rocher battu par les vents, etc., etc. Et il y a de ça, évidemment, chez Chopin. On a toujours ce qu'on appelle l'air du temps, ça imprègne toujours un créateur. Mais il a réussi à donner une personnalité à cela qui est unique. Vous dites, quand j'avais 6 ou 7 ans, lui aussi avait commencé très tôt. Il fait partie de la série des petits prodiges, comme beaucoup de ces grands compositeurs, d'ailleurs. Alors moi, j'ai commencé très tôt, sans être prodige, comme la suite l'a expliqué. Mais commencer très tôt, quand on veut faire une carrière, c'est pas... Karajan a commencé à 4 ans, Mozart, pareil, 3 ans même, je crois, quand Léopold lui a mis les doigts sur le clavier pour la première fois. Mais ce qu'il y a de fascinant avec le petit Chopin, c'est qu'il n'est pas seulement très bon musicien. Il est très bon en tout. Tout, c'est un poète, c'est un peintre. C'est un humoriste. Quand il va se promener il a invité à passer des vacances chez ses amis aristocrates dans leur campagne, il y a des milliers d'hectares. Il est snob aussi, il est toujours très conscient des milieux sociaux, etc. Oui. Donc, en même temps, il en profite pour noter des thèmes qu'on va retrouver dans les polkas, dans les mazurkas, que chantent les paysannes en faisant les foins. Mais surtout, il tient un journal. Et dans son journal, non seulement il se moque un petit peu du côté snobissime de ceux qui le reçoivent, mais en plus, il fait des petites caricatures. Il dessine très, très bien. Il est beau. Il est toujours extrêmement élégant, donc il est charmant dans ses relations avec les autres. Il est accueilli partout comme l'enfant prodige, comme l'a été d'ailleurs Mozart à ses débuts, part que son père ne l'accompagne pas. Pourquoi va-t-il faire le choix de quitter la Pologne et de quitter Titus, parce qu'il est donc très proche de cet ami. Ce que vous avez dit sur Titus, effectivement, on a beau se dire... Moi, je pense que Frédéric Chopin, la sexualité, c'était pas du tout son fort. Quand il va quitter George Sand, qui était un petit peu rancunière, avait écrit un livre sur lui qui le caricaturait complètement, ce qui avait mis d'ailleurs les vrais amis de Chopin hors d'eux. Et Chopin avait dit, je suppose que 8 ans de fidélité pour elle, c'était trop. Et George Sand avait dit, 8 ans de chasteté, pour moi, c'était beaucoup. Ce qui laisse penser que, je crois que ce qui a troublé les femmes, n'ont pas compté pour lui du tout. Même les 2 fiancés. Vous voyez, quand je crois que c'est Marie Wodenska lui envoie comme cadeau une paire de pantoufles brodées, on se dit que comme témoignage d'un amour fou des premiers, ni d'un côté ni de l'autre, il y avait, si vous voulez, comme Beethoven, à part que Beethoven était un vrai séducteur, mais il y avait le barrage de l'aristocratie. C'était un musicien. Donc, on n'épousait pas un musicien. Et les tentatives qu'il a il a fait 2 tentatives pour se marier, ça n'a pas marché du tout. Mais en même temps, il écrit à Titus, qui est son contraire.
Titus, riche propriétaire terrien, 1m80, une bombe, on dirait aujourd'hui, mais qui s'occupe que de ses affaires, et de Frédéric, il prend comme... Il est sous son aile. C'est lui, et ça prouve quand même qu'il s'est, à mon avis, pas passé grand-chose entre eux, c'est lui qui, lorsque vous avez évoqué Vienne, quand il se rend à Vienne, va l'amener dans une maison où, comme disait Maurice Ravel, il y a des dames qui montent. Je trouve l'expression tellement mignonne. C'est un amour à sens unique. C'est un amour à sens unique. Et je pense qu'il ne s'est rien passé avec Titus, mais quand il lui écrit... Déjà, ça aussi, ça décrit. J'ai peut-être, pour mon malheur, trouvé mon idéal. Ça commence bien. Déjà, il voit la fin. Et il lui écrit en même temps, si je devais choisir entre elle et toi, tu sais que c'est toi que je choisirais. Toutes les lettres se terminent par donne-moi tes lèvres, Titus, etc. Oui, donc il était fou amoureux de ce Titus, mais qui lui ne comprenait rien à l'histoire. Ou ne voulait pas comprendre. Ou ne voulait pas comprendre. Voilà. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de Frédéric Chopin. Voilà une après-midi très musicale que l'on vous propose jusqu'à 15h30 avec Franck Ferrand et son invité Ève Rudiri. Et puis, laissez-moi vous rappeler que de 15h à 15h30, nous irons nous balader dans le Berry. Alors, si vous nous écoutez dans le Berry, si vous habitez la région, si vous la connaissez bien, si vous l'aimez, eh bien, venez nous envoyer sur les réseaux sociaux les lieux à ne pas manquer à visiter. Vos conseils et vos photos. Vos coups de cœur et vos photos, exactement, sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Et votre invité cet après-midi, c'est Ève Rudiri. Nous allons venir à George Sand, bien entendu, et à la vie trépidante que mène Frédéric Chopin à Paris et en France. Mais disons peut-être un mot de la musique quand même, chère Ève. Bien, j'allais y revenir. Quand je vous dis qu'il y a un univers qui est particulier, c'est un univers qui à la fois, je dirais, est impressionniste avant l'heure. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose d'impressionniste dans ce descriptif. Par exemple, que ce soit ces partitions liées à ses origines, les mazurkas, même les valses, c'est le côté Chopin mondain dans les grands bals. Il y a cette description. On ferme les yeux et on s'imagine dansant dans un village où il s'est arrêté avec les paysannes en costume traditionnel. C'est la lumière fine du soir, c'est quelque chose d'un peu magique, d'un peu particulier. Il y a une rondeur. Quand il annonce qu'il écrit, il faut, puisque vous allez parler de patrimoine, il faut se rendre à Nohant, parce que c'est un endroit absolument délicieux, mais on s'y voit. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, on voit George Sand qui est en train d'écrire l'un de ses romans sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais dans son coin toute seule pour gagner quand même l'argent qui fait vivre tous ces picassiettes. Et en bas, il y a Chopin qui est en train d'improviser sur le piano. Le son sort par la fenêtre. Il y a l'odeur des tilleuls qui amènent jusqu'à cette grande maison, des orangers, des fleurs, des roses, etc. C'est une couleur particulière. Alors, vous nous dites qu'il a très vite abandonné le grand genre du concerto pour piano et orchestre. Je pense que ça tenait aussi au fait qu'il y avait des musiciens. Oui, c'est ça. Il voulait être tout seul, lui. Oui, voilà, c'est ça. Et quand Liszt arrive sur scène dans une tenue époustouflante couverte de bagues, se lance dans des improvisations. C'est une pop star, lui, en fait. Lui, c'est une pop star. C'est Michael Jackson. Et de l'autre côté, Chopin dit il faut vraiment donner un récital. Alors, je voudrais d'abord qu'il n'y ait pas trop de monde. N'importe quel musicien, quand il donne un récital, rêve que la salle soit pleine. Lui, il souhaite que ça dépasse pas 20-25 personnes, qu'on reste entre soi. Il veut que les fleurs soient blanches uniquement, qui l'entourent. Enfin bon, il est un peu compliqué avec ses amis, mais il n'arrête pas de leur écrire, leur demander le nouveau tissu pour son costume. Il faut changer le piano, ça va pas. On va se rattraper aux oreilles des Polonais dans un instant. Est-ce que cette couleur si particulière que nous vantons tout à l'heure et que nous entendons dans ces extraits extraordinaires, est-ce que cette couleur ne vient pas en partie du folklore polonais aussi Bien sûr. Mais il y a aussi ce que je vous disais, c'est-à-dire l'époque qui pousse au romantisme un peu échevelé. Les valses, des mazurkas, etc. Et lui ne rentre pas dans ce qui est spectaculaire. Il reste très intériorisé. Ça, c'est les nocturnes. C'est virtuose, oui, mais vous avez des choses, la valse du petit chien qui tourne pour attraper sa queue, que toutes les jeunes filles qui jouent pas trop mal jouent le dimanche après-midi devant une assemblée consternée. Mais il y a quelque chose qui est, comment est-ce que je pourrais dire ça ?
qui est extrêmement élégante en même temps. Son écriture est extrêmement élégante, avec juste ce qu'il faut de réserve pour qu'on soit ému, et des couleurs. Et il joue des couleurs du piano magnifiquement bien, et voilà, il nous raconte une histoire. C'est tout à fait splendide. George Sand va transformer la vie de Chopin. Jusqu'alors, il a réussi, j'allais dire, à passer entre les gouttes. Il a toutes ces jeunes élèves, ou moins jeunes d'ailleurs, qui tombent folles amoureuses de lui. Et qui ne voient pas. Voilà. Et puis là, alors George, mais parce qu'elle va le violer, littéralement. C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour arriver à le rencontrer. Lui n'y tenait pas du tout. Elle a écrit des lettres fleuves à ses amis en envisageant, est-ce qu'il est encore amoureux de cette jeune femme, auquel cas je me retirais. Ce qu'elle ne fait pas, bien sûr. Et au bout de un ou deux soirées où elle est arrivée habillée en homme, fumant le cigare, elle s'est couchée sous le piano en disant, j'adore ces sons qui me traversent le corps. Enfin, tout ce que détestait. Et en plus, elle s'est mise à parler avec l'accent berrichon pour le faire rire. Donc, il était crucifié. Et c'est là où il a dit cette phrase que vous avez fort justement citée, est-ce bien une femme, j'en doute. Il écrit ça à ses parents. D'ailleurs, elle se demande si c'est vraiment un homme. Elle dit, oui, en ce Chopin, on dirait une jeune fille. Oui. Bon, mais n'empêche qu'elle ne le lâche pas. Pourquoi ? Parce que sa meilleure amie, c'est-à-dire sa pire ennemie, Marie Dagou, a mis le grappin, si j'ose dire, sur Franz Liszt. Et qu'elle se dit, mais enfin, Marie Dagou, c'est rien du tout. C'est une mondaine, une aristocrate. Moi, je gagne ma vie, je suis connue, on s'arrache mes livres, et je me retrouve toute seule avec... en fait, elle avait une liaison à ce moment-là avec le précepteur de son fils. Et donc, elle se jette sur Chopin. Et un soir où elle le raccompagne, elle le colle contre la porte cochère et elle l'embrasse sur la bouche. Et lui, qui finalement n'avait pas connu ça, certainement pas en tout cas avec la prostituée, parce qu'on ne s'embrasse pas sur la bouche dans ces cas-là, il va être bouleversé physiologiquement, c'est-à-dire le corps d'un seul coup, il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il était temps, à 21 ans, et elle va l'enlever. Et elle va l'emmener loin, bientôt. Elle a failli le tuer. Oui. Avec son histoire de retraite à la Chartreuse de Valdemosa, que j'ai visité, même en plein été, il ne fait pas très chaud, donc on imagine l'hiver. Et il est là, il va composer ce fameux, cette goutte d'eau, cette étude où on entend, il est tout seul, il dit, je suis comme dans une cellule, il n'y a pas d'électricité, il y a un brasero qui chauffe mal, c'est humide, il tousse, il crache le sang, personne ne veut l'approcher. Les gens qui venaient faire le ménage se sauvent parce qu'il est contagieux. La maladie qui était la sienne, on peut la comparer au sida aujourd'hui, à part qu'au sida, on a vite trouvé, Dieu merci, des médicaments, mais qu'il faudra attendre, c'est quoi ? C'est 42, la pénicilline. Donc vous imaginez, on sait qu'il le sait. Il le sait depuis qu'il a perdu sa sœur. Il ne vivra pas vieux. Il sait qu'il est condamné à mort. Donc voilà, c'est tragique. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sur les pas de Frédéric Chopin, voilà ce que vous propose cet après-midi Franck Ferrand jusqu'à 15h30 avec son invité, la musicienne Ève Ruggieri, et Thierry Geffrotin qui vient de nous rejoindre et qui est le journaliste culture d'Europe 1. Bienvenue, cher Thierry. Merci Franck. Bonjour, Ève. Il ne manquait plus que vous pour parler de Chopin. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre CD sur Chopin qui était Oui, je me suis plongé en effet notamment dans la correspondance. Les 2 tiers de ces lettres sont en polonais, qui n'est pas rien. C'est une indication donc quand même sur l'attachement. Vous avez dû apprendre le polonais pour la circonstance. J'ai en tout cas appris à prononcer les noms propres. Alors nous étions à Majorque, dans la Thébaïde, que George Sand a imaginé pour Frédéric Chopin. Comme vous dites, elle a failli le tuer, Ève Ruggieri. Ah, absolument, il était agonisant et elle va s'en apercevoir. Mais quelle idée a-t-elle eu d'organiser ce voyage ? Parce qu'elle ne voulait pas rentrer comme ça avec un homme agonisant. Elle voulait à toute force continuer ce tête-à-tête dont elle avait rêvé quand même. Et donc, il va falloir payer très cher le pilote d'un bateau de commerce qui transporte des agrumes ou je sais pas trop quoi, pour qu'il accepte. Et encore, c'est elle qui descend, qui pousse la charrette avec le piano. Alors, c'était pas, n'imaginez pas, c'était un petit piano dont on démontait les pieds et qu'on repliait. Et donc, c'est elle qui va pousser la charrette. Personne ne veut les aider. Et quand ils vont arriver à Marseille, comble de malheur, le ténor Nourit s'est suicidé. C'est un grand ami de Chopin. Et Chopin va les jouer pour sa messe d'enterrement. Donc, quand il arrive à Nohant, il est quasiment mort. Et Nohant
et George Sand. Il faut lui reconnaître ça. Moi, je suis pas une folle de sa littérature, ce qui affrontement avec Macha Merrill, ce qui fait, je crois, qu'on s'aime beaucoup parce qu'on n'est pas du tout d'accord. On organisera un débat un de ces jours. Ah oui, parce que ça, on s'amuse beaucoup toutes les deux. Et donc là, il va renaître parce que Georges va être admirable. Il faut dire ce qui est. À la fin de sa vie, elle sera détestable, mais là, elle est admirable. D'une certaine manière, Thierry Geffrotin, elle est un peu maternelle avec lui. Pour ne pas dire maternante. Ah oui, elle l'est. Elle organise tout, en effet, à Nohant pour qu'il y soit bien. Alors je pense qu'en effet, Ève Ruggieri a raison. Au début, il y est très bien après ce qu'il a vécu à Valdemosa, mais rapidement, il s'ennuie, et le mot est faible, parce que c'est plutôt un mondain, un citadin, qu'un berrichon de cœur. Quand ils vont se promener dans la campagne, lui... tous les frais, quoi. Il monte sur un âne parce qu'il veut pas marcher. Enfin, c'est vraiment la campagne pour lui, c'est compliqué. Alors il y a le piano, le fameux piano qu'on fait venir de Paris en train jusqu'à Châteauroux et après en carriole. Vous imaginez, pour faire Paris-Nohant à l'époque, c'était 30 heures. Hein. Eh oui, bien sûr. C'est le bout du monde. Tout le monde le dit. Tous ceux qui sont allés là-bas, c'est-à-dire Balzac, Delacroix, bien sûr. disent on est loin de Paris, très loin, géographiquement et par l'esprit qui y souffle. Mais donc, en effet, quand ils arrivent à Nohant, elle fait tout pour qu'il soit bien là-bas. Et il y est bien au début. Il faut dire que l'endroit est magique. Vous avez dit, Ève, délicieux. Moi, j'ajoute magique, figé un peu dans le temps. Mais ça, on va y aller. On va y aller tout à l'heure. Oui, maintenant, dans quelques instants, juste après le flash de 15h, nous irons nous promener, bien sûr, à Nohant. Et nous irons essayer de retrouver l'atmosphère, la magie des séjours de Frédéric Chopin chez George Sand. Comment se termine cette relation entre les deux? On a vu George obligé d'écrire, George Sand, obligé d'écrire à la sœur de Chopin, à Louise, pour lui demander des nouvelles. Ça n'a rien à voir, parce que quand il retrouve sa famille, il va quand même faire un petit voyage, il va retrouver sa famille, et ensuite, effectivement, son père va mourir, il va le vivre très très douloureusement. Il adorait sa famille, c'est une famille très unie. Et donc, devant cet état, Georges, qui continue d'être quand même pas mal, va écrire à sa sœur en lui disant, venez, ce sera un bonheur de vous accueillir, elle fait tout pour qu'elle soit bien accueillie, et pour réconforter un peu Chopin, mais c'est pas ça qui va précipiter la fin. La fin, c'est Solange. Voilà. C'est-à-dire la propre fille de George Sand. Que George Sand n'aimait pas. Elle avait tout reporté sur son fils, qui était son idole. Et lorsque Solange donc va, adolescente, commencer à vouloir un peu vivre sa vie, Chopin va prendre son parti, essayer de la défendre contre un mariage que sa mère a arrangé avec Clessinger, qui est un sculpteur complètement fou, alcoolo, obsédé par le sexe, qui saute sur tous les jupons qui se présentent. Et Chopin, qui a bien vu ça, va essayer de défendre sa fille. Je pense que George Sand était aussi très ému par cette espèce de bestiole qui était Clessinger, sexuelle, et que elle vivait par procuration une histoire pour sa fille. Et puis elle lui avait fait quand même, je pense, beaucoup de chagrin en faisant venir auprès d'elle une jeune femme très perverse qui était une sorte de cousine lointaine, on ne sait pas trop, mais qui allait elle aussi semer une pagaille noire que Chopin n'aimait pas beaucoup. Et un jour, George Sand va prendre parti pour son fils, un jour où Frédéric se disputait un peu avec Maurice, et elle va carrément le mettre dehors. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir le choix, elle va faire venir la voiture, l'amener jusqu'au train et vers Paris, et elle lui enverra une lettre très froide, très glaciale, en lui disant considérez que ça s'arrête là. Elle a cessé de jouer, là, ça ne l'amuse plus du tout. Et lorsque le moment de la mort de Chopin va arriver, par parenthèse, vous parliez tout à l'heure de la jeune Anglaise, elle aussi a fait beaucoup pour précipiter la mort en le traînant en Angleterre. Oh là là, pour quelqu'un qui crache le sang, c'est pas une bonne idée. C'est humide, comme chacun le sait. Et donc, il l'enverra chercher George Sand. Et elle refusera par 2 fois de se rendre à son chevet. Et il dira, elle m'avait promis que je mourrais dans ses bras. Le pauvre, il perdait une seconde maman. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
démarrer la Ferrand Mobile parce que cet après-midi, elle va rouler et nous allons dans le Berry, effectivement, avec Franck Ferrand et ses invités. Autour de la table aujourd'hui, Ève Ruggieri, musicienne, et Thierry Geffrotin, le journaliste au service culture d'Europe 1. Nous allons dans le Berry car c'est là-bas que Georges Sand y invita Frédéric Chopin. Et aujourd'hui, jusqu'à 15h30, nous sommes sur les traces du musicien et compositeur de talent Frédéric Chopin. Talent de génie. De génie même, oui. Effectivement. Vous pouvez réagir pendant cette émission jusqu'à 15h30. Si vous nous écoutez dans le Berry, n'hésitez pas à poster vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Tiens, justement, on va commencer avec un mail de Jeanne de Saint-Jean-de-Luz qui nous écrit sur europe1.fr. C'est pour vous, Franck. Bonjour, Franck. J'ai entendu parler de Nohant, du festival Chopin à Nohant. Je n'y suis jamais allée. Est-ce que vous me conseillez ce festival ? Mais c'est à Ève Ruggieri qu'il faut poser cette question. Je retourne immédiatement la question. Mais tout à fait. Non seulement vous allez découvrir cette maison qui est absolument délicieuse, mais vous allez y entendre la fine fleur des pianistes qui sont invités par le directeur du festival. Et c'est un excellent moyen de découvrir une partie de la France qui est toujours loin, finalement, difficile d'accès. Enfin, n'exagérons rien aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même pas... oui, c'est pas très facile, c'est vrai. Et puis c'est le pays des sorcières. Pas très bien desservi, comme on dit. C'est le pays des sorciers. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites autour de ce Berry. Et il y a effectivement ce festival qui est délicieux et qui est d'excellente qualité. Donc, je conseille vivement à Jeanne. À Jeanne. N'hésitez pas, allez-y. Vous connaissez bien, vous, ce Berry, Thierry. Vous y avez vécu même, à vrai dire. Oui, j'ai vécu et travaillé dans l'Indre, parce que le Berry, en tant que tel, c'est une vieille province. C'est une vieille appellation. Donc, le Berry, c'est à la fois le Cher et l'Indre. Donc, moi, j'ai vécu à Châteauroux et j'ai été happé, on peut le dire, par le sud de l'Indre, c'est-à-dire, en effet, Nohant, la Châtre, la vallée noire, cette expression qui est née dans l'esprit de Georges Sand et qui aujourd'hui a été adoptée absolument dans le monde entier, parce qu'on vient du monde entier. Quand vous allez à Nohant, c'est quand même en effet un peu reculé. Vous avez des gens qui viennent de partout. Du monde entier, y compris des Japonais. Ils viennent autant pour Chopin que pour Georges Sand, entre nous soit dit, je crois. Oui, c'est vrai. Ils viennent aussi pour le lieu. Et puis pour le lieu. Qui est irrésistible. Alors, il y a à la Châtre, justement, que moi aussi j'ai la chance de bien connaître, le musée Georges Sand, musée de la Vallée Noire, justement, qui se trouve dans les vieux quartiers, dans un ancien donjon du XVe siècle. Il faut dire que toute cette région est littéralement hérissée, couverte de tours, de pigeonniers, de donjons, de maisons fortes. C'est le vrai terroir comme on l'aime. Ah oui, d'ailleurs, on parle de château en général. Alors, le mot est impropre parce qu'il ne s'agit pas de château. En général, ce sont de grosses demeures, de belles demeures. C'est le cas du domaine de Nohant qui a appartenu donc à Georges Sand, qui appartenait à sa grand-mère, qu'elle a habité, la grand-mère l'a habité pendant la Révolution française. On parle de château, et d'ailleurs j'ai retrouvé une citation de Georges Sand elle-même qui dit « Le château, si château il y a, car ce n'est qu'une médiocre maison du temps de Louis XVI, touche au hameau et se pose au bord de la place champêtre, sans plus de faste qu'une habitation villageoise. » Alors, c'est pas une médiocre maison du temps de Louis XVI. C'est son côté gauchiste. C'est son côté gauchiste. On essaie de cacher les choses. Oui, c'est ça. C'est le côté j'assume pas. Voilà. Parce que c'est quand même... C'est une très belle maison. C'est une très belle maison avec un parc de 6 hectares. Bien sûr. On y vit entre amis sans difficulté. Il se trouve que c'est un musée. Il faut d'abord décrire, avant d'entrer dans la maison, on va décrire la commune elle-même, la commune de Nohant-Vic. C'est très simple. Vous quittez la départementale, qui est rectiligne, vous entrez dans Nohant et d'un seul coup, vous passez avec cette départementale et ces voitures qui roulent à 90 km/h, on l'espère, vous passez du 21e siècle au 19e. On est au 19e. Alors là, pour les réalisateurs de films, c'est formidable. Il n'y a rien à changer. Non, tout est là. À la petite place. Les maisons typiques berrichonnes. Voilà, pas très haute. Et cette église Sainte-Anne qui est posée là, église du 12e, avec un cactoire, cette espèce de auvent. Comme une sorte de grand préau de bois, en fait. Alors cacté, c'est-à-dire bavardé, qui permettait aux paroissiens de venir dire du mal de son voisin. Mais vraiment, vous mettez quelques berrichons en habit
habits du 19e, vous y êtes, il n'y a rien à changer. Et d'ailleurs, ça arrive qu'il y ait des gens en habits du 19e, parce qu'on organise beaucoup de spectacles et de reconstitutions. Mais c'est exactement ce que dit Thierry. C'est-à-dire qu'on passe brusquement du 21e siècle au 19e, et c'est avec plaisir, parce qu'il y a ce petit cimetière où elle est enterrée. Il y a la tombe de Georges qui touche sa maison, et elle est toujours chez elle, quoi. Elle reçoit les gens du monde entier, vous avez raison. Un peu comme Proust, d'ailleurs, la petite maison de Tante Léonie, qui est... qui est beaucoup plus modeste, là. Oui, mais qui va être restaurée, Dieu merci, entièrement, mais ça attire le monde entier, alors que c'est une toute petite chose. La maison elle-même est fichée dans un écrin de verdure, comme on lit sur les brochures touristiques. Vous entrez, vous franchissez le portail, et déjà, écoutez-les, vous entendez les accents de Frédéric Chopin. Un extrait de l'étude numéro 3 en mi majeur de Chopin, interprété par le pianiste Georges Tsipras sur Europe 1. C'est en début de semaine très musical que vous propose Franck Ferrand aujourd'hui, puisque nous sommes au cœur de l'histoire de Frédéric Chopin, et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes dans le Berry jusqu'à 15h30 sur Europe 1, sur les pas de Frédéric Chopin, mais pas que. Nous sommes aussi sur les pas de Georges Sand, et toute la richesse de cette émission, c'est cela. Nous suivons de grandes personnalités dans l'un des plus beaux endroits de France. En tout cas, ça, c'est Thierry Geffrotin qui le dit. Ah, mais j'assume. Il n'est pas chauvin. Non, c'est bien. En plus, je suis normand, donc vous voyez, je pourrais vous citer d'autres villages qui sont si beaux, mais quand vous avez parfois un peu de mal à aller à Nohant, parce qu'en effet, c'est à 30 km au sud de Châteauroux, on se dit, mon Dieu, c'est loin, c'est loin. On a du mal peut-être à y aller, mais on a encore plus de mal à en repartir. Revenir, oui, c'est vrai. Alors, c'est beau. Cette maison, il faut que nous la visitions maintenant. Tout est fait
pour l'accueil chez George Sand. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. D'abord, l'entrée, le vestibule. Voilà, exactement. Mais elle a été faite, vous savez, par des ouvriers du Tour de France qui ont laissé leur empreinte. Des compagnons. Voilà, en fait, les compagnons qui ont laissé leur sigle, comme on dit aujourd'hui, dans l'entrée, dans le vestibule. Il y a une plaque, une plaque. Avec un escalier dont la cage est en forme de cœur. Oui. Ça ne s'invente pas. Pour Georges. Avec tout un agencement de fausses pierres dans les bleus, dans les roses. C'est une maison qui, en quelque sorte, est presque un décor de théâtre, d'une certaine manière. Et c'est vrai que George Sand et son fils, Maurice, adoraient le théâtre, du reste. Bien sûr. Dans le jardin, il y avait un petit réduit, enfin, plus que ça, petit appentis, où il y avait le théâtre de marionnettes qui appartenait à Maurice et où on donnait des réceptions, enfin, des petites pièces de théâtre. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, quand on entre, c'est qu'on se dirige tout de suite, aller au rez-de-chaussée, ce qui est bien normal, vers la salle à manger. Et là, très intelligemment, les conservateurs ont dressé le couvert avec tous les invités de George Sand. Ils ont mis les noms sur les menus. Et alors, vous voyez toute l'intelligence intellectuelle, artistique du 19e siècle, qui vient du monde entier, c'est-à-dire qu'on voit des noms tout autour, il y a tous les plus grands écrivains, les poètes, les musiciens, il y a tout le monde. Et c'est très touchant, parce qu'on imagine ce qu'étaient ces vacances de tous ces gens qui se retrouvaient et qui faisaient de la musique. Et elle qui est au piano, parce que vous avez Chopin qui est au vrai piano, et George Sand qui est au faux piano, qui est à la cuisine. Elle fait elle-même une omelette notamment dont elle a le secret. Elle a toute une batterie de cuisine. C'est une très bonne cuisinière. Ah oui, les cuisines sont restées. Et on dit que si on se levait au milieu de la nuit, on avait des chances de la voir en train de se faire une omelette au fourneau. C'est surtout que la vie avait se déroulé surtout la nuit. Elle se couche à 6 heures du matin, elle se lève à midi, et tout se passe la nuit. C'est une espèce de, c'est la veillée, la mode berrichonne revue par George Sand. Vous parlez de la salle à manger qui est magnifique. Moi, je serais d'abord entrer dans la cuisine parce que c'est l'endroit où on a envie de manger, de déguster les recettes berrichonnes. Une batterie de casseroles en cuivre. On a envie de déguster le poulet en barbouille, enfin toutes ces recettes un peu berrichonnes. À propos de George Sand à Nohant, j'ai cette phrase de Balzac: j'ai trouvé le camarade, il dit bien le camarade, le camarade George Sand dans sa robe de chambre fumant un cigare après le dîner. Vous voyez, nous sommes à Nohant. Nous sommes à Nohant. Mais ce que disait Thierry tout à l'heure est très vrai, c'est-à-dire que elle adorait la campagne, c'était vraiment son truc, et Chopin beaucoup moins. Et quand elle dit les bonheurs de plonger dans les eaux de sa rivière, là, je sais plus comment ça s'appelait, qui sont glacées. Et Chopin, l'idée d'y mettre même que la pointe d'un orteil, c'était quelque chose. C'était deux natures. Il faut imaginer cette maison avec de grandes baies, de grandes fenêtres ouvertes sur une verdure extraordinaire, profonde, grasse, épaisse. Et puis là-haut, des chambres qui sont assez bourgeoises, j'ai envie de dire. C'est classique, mais joliment arrangées. Avec des jolis papiers peints, des jolis tissus au mur. C'est très confortable pour l'époque où quand même il n'y avait pas de salle de bain. Ne l'oublions pas, donc il y a des cabinets de toilette, comme on disait. De toilette, exactement. Voilà. Alors ça, c'est la maison de George Sand elle-même, mais il est évident que tout le pays est littéralement constellé d'endroits qui l'ont inspiré pour son œuvre. Si parmi les lieux qui ont servi d'inspiration à George Sand, il y a le beau château de Saint-Chartier, qu'on ne voit que de l'extérieur. C'est là qu'elle a situé les maîtres sonneurs. En effet. Pendant très longtemps, il y a un festival qui était un festival qui accueillait des vielleux, des accordéonistes. Alors aujourd'hui, c'est au château d'Ars, qui est très beau aussi. Et en effet, les maîtres sonneurs, c'est Saint-Chartier. On peut ajouter aussi les beaux messieurs de Bois-Doré au château d'Ars. À Mer-sur-Indre, la Mare au Diable. Enfin, où qu'on aille, j'allais dire dans le Bas-Berry, George Sand n'est pas loin. C'est une grande ambassadrice de ce cœur de la France. C'est vraiment l'endroit. On peut pas faire un pas de côté ou un pas devant soi sans tomber sur George Sand. Oui, il y a une belle maison qui est le Petit Coudray. Ah oui. Dans le jardin a été la rencontre, a été le théâtre de la rencontre entre George Sand
et Jules Sandeau. Ah mais c'est très important parce que George Sand, sans S et Georges, qui n'est pas son prénom, n'aurait jamais existé sans cette rencontre avec Sandeau. C'est vraiment l'homme qui l'amène à devenir à la littérature. Ils écrivent à deux mains. Je crois qu'elle lui doit beaucoup. Je suis pas sûr qu'elle s'en soit souvenue. Un boucher avalé n'a plus de goût. Je pense qu'elle a vite oublié qui était cet ami, ce Jules Sandeau, qui lui a quand même mis le pied à l'étrier. Originaire d'Aubusson. Hein. Il est de la Creuse. Hein. Il est du coin. C'est un pays. Enfonçons-nous dans cette vallée noire, en direction de la Motte Feuilly. On passe devant le château de la Motte Feuilly, qui fait partie de ces belles demeures dont je parlais tout à l'heure. Et puis Pouligny-Saint-Martin. On passe là devant la tour Gazeau, qui est une tour du XIIIe siècle, où George Sand a situé la demeure du bonhomme Patience, le philosophe, vous savez, le personnage du roman Mauprat, bien entendu. C'est la privé, Motte Feuilly, tout ça. c'est Charlotte d'Albret, bien sûr. Oui, bien sûr. Si on fait un peu d'histoire et qui nous emmène loin de George Sand, c'est un lieu qui compte pour l'histoire, la grande histoire, avec un H. Et en effet, alors j'ai compté, il y a une trentaine de châteaux dans l'Indre, de tout style, Franck. Aussi bien on a du médiéval que la folie du milieu du 18e avec le château de Bouge, le château Raoul à Châteauroux. Vraiment, c'est une région, et là on dépasse un peu le cadre de George Sand, qui mérite d'être visitée, mais lentement. Il faut entrer dans le Berry et se laisser prendre par ces lieux et tous ces châteaux qui sont magnifiques. Écoutez les conseils d'un berrichon de cœur. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Dans le Berry cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec vos invités, Ève Ruggieri et le berrichon du jour, Thierry Geffrotin, journaliste culture ici à Europe 1. D'ailleurs, ça va vous faire plaisir, Thierry, puisque nous avons un message de Pierre sur europe1.fr qui nous dit « L'atmosphère de la maison reflète bien l'esprit avant-gardiste de George Sand et l'atmosphère de la cuisine est très moderne aussi pour le 19e. Oui, j'ai adoré. » Oui, bien sûr. Alors, la musique qu'on entendait, c'est celle de Jour de fête de Jacques Tati, parce que c'est là, tout près, à Saint-Sever-sur-Indre, qu'on a tourné le film de Jacques Tati. Oui, alors Tati le tourne en 1946, de tête je crois que le film sort en 47. George Sand, il situe Mauprat d'ailleurs, parce que Tati est présent, mais George Sand aussi. Il faut aller voir Saint-Sever, parce que, oui, il faut avoir vu le film aussi, parce que c'est du Tati, il y a quelque chose qui est hors du temps, hors norme. Ça n'a pas beaucoup changé, il faut dire, il y a 70 ans, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et je pense que d'ailleurs Saint-Sever devrait un peu, il ne renie pas Jacques Tati, mais je pense qu'il devrait porter à bout de bras cet artiste qui a fait découvrir cette petite commune de l'Indre que personne ne connaît. Qui n'a pas tellement changé, un peu quand même. Un bien peu, sûr. mais très très peu. Oui. Ce qui change souvent, malheureusement, je ne me rappelle plus si c'est le cas à Saint-Sever-sur-Indre, mais ce sont les espèces de lotissements qu'on fait à l'entrée ou à la sortie des agglomérations. Ça, c'est dommage, parce qu'il n'y aurait pas ça, il y a des endroits entiers qui seraient merveilleusement préservés, il faut le dire. Alors, quand on descend un petit peu plus vers la vallée de la Creuse, là on s'enfonce, si je puis dire, il y a le barrage d'Aiguzon. Ça, c'était une sortie scolaire, je me rappelle, quand j'étais petit. Alors moi, j'ai fait mon premier camp de louveteau à Crozant. Et le barrage a été construit en 1926. Alors ça a beaucoup traumatisé la région à l'époque. Depuis, les générations ont passé, on s'en est remis, parce que c'est devenu un paysage grandiose. Cette retenue d'eau, le barrage d'Aiguzon, tout ça, c'est un lieu pour les peintres. D'ailleurs, il y a une école de peintres. Monet est passé par là. J'aime beaucoup. Il y a les ruines du château. Là, on est déjà dans la Creuse. On n'est plus dans l'Indre. On va se rapprocher s'en moque un peu. On va se rapprocher de la région de Châteauroux, là, en fait, avec le parc naturel régional de la Brenne. Ça, c'est beau, les étangs de la Brenne. Alors, la Vallée Noire, c'est un endroit de tranquillité, où on se sent bien. La Brenne, on est beaucoup plus dans une forme d'intériorité. Il y a quelque chose. Alors la Brenne, ce sont des étangs à l'origine qui existaient, mais ce sont des moines qui ont canalisé tout ça. C'est un parc régional. C'est très très beau, la Brenne. Il faut y aller avec une tête prête à
à la réflexion, à l'introspection. Ah bah oui, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Ce sont des étangs qui se succèdent, il n'y a pas beaucoup de villages. Tous ces étangs, ils ont été... ce sont des marais qui ont été domestiqués par les moines au Moyen-Âge, tout simplement, bien sûr. La pâte humaine énormément de poissons, c'est le paradis du pêcheur, là. Oui, alors, et des poissons d'eau douce, c'est-à-dire avec beaucoup d'arêtes, mais le berrichon sait cuisiner ce genre de poisson. Alors, on peut faire, en allant toujours vers Châteauroux, une escale à Issoudun. Ah oui, mais alors je tiens à parler d'Issoudun parce que je ne suis pas loin de penser comme Ève que voilà la littérature de George Sand, c'est une mais qu'est-ce que vous avez contre régionaliste. Alors je vais parler de Balzac. Qu'est-ce que vous lisez vous couramment de George Sand? Beaucoup de choses. Ça correspond. François Pardon, Champy. vous relisez. Alors à Issoudun, Balzac a laissé sa trace parce que là on est plutôt vers la Touraine. Il y a une auberge, aujourd'hui c'est un restaurant qui s'appelait l'auberge à Cognier. Il en parle dans La Rabouilleuse. Oui. Et il y a un restaurant qui s'appelle La Cognette aujourd'hui. Je salue d'ailleurs les propriétaires que je connais. Ah mais qu'est-ce qu'on mange là-bas d'ailleurs, tiens? Ah bah alors là, on déguste des recettes berrichonnes revisitées par un chef qui sait de quoi il parle. C'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle, même s'il vous propose, je vous ai parlé tout à l'heure du poulet en barbouille, c'est-à-dire un poulet avec une sauce au sang. Il vous fait déguster des vins de Reuilly, les vins de la région. Et en effet, quand on lit La Rabouilleuse et ce lieu dont parle Balzac, on se dit en 2017 que ça a un peu changé, évidemment, mais on voit l'ombre de Balzac. Il n'est pas loin, il n'est pas très loin. Allez voir cet endroit, on y mange très bien, on est fort bien reçu. Alors on est un peu plus dans le Berry aussi. Bah, évidemment, les fromages de chèvre, évidemment. Et Valençay qui n'est pas loin. En fait, on pourrait faire plusieurs émissions sur le Berry, vous savez, Franck. Mais d'ailleurs, on pourrait même peut-être consacrer définitivement cette émission au Berry. À mon avis, ça serait